Salut à tous, bienvenue pour cette première vidéo dans laquelle on va faire un micro débrief d'un appareil qui a fait pas mal de bruit pour les amateurs de compact haut de gamme, à savoir le Sony RX1R3. Faut pas se tromper sur le nom. Alors, il est petit, mais il envoie du très très lourd. Mais pour autant, est-ce qu'il mérite sa place dans votre sac photo? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant, tout de suite. Le RX1R3, c'est le dernier né de la série RX1 lancée par Sony pour offrir la qualité plein format dans un super boîtier compact. Et ici, on a droit à vraiment quelque chose de très très lourd, le capteur plein de 61 millions de pixels, et c'est le même que l'on retrouve dans l'Alpha 7R5. Et oui. Et tout ça tient dans un boîtier qui, normalement, tient dans la main. Alors bon, il faut quand même une grande main, mais en termes de compacité, c'est vraiment pas mal. Dans les points forts, je pense qu'on peut déjà citer la qualité d'image absolument exceptionnelle. Avec, comme je l'ai dit, ces 61 millions de pixels, eh bien, c'est un appareil qui va offrir un niveau de détail absolument incroyable. Les couleurs sont fidèles, la dynamique a l'air extrêmement large. Bref, c'est un monstre dans un format relativement mini. En numéro 2, je pense qu'on peut citer l'optique fixe de chez Zeiss, le 35 mm f2. Alors, l'objectif intégré a l'air d'être une véritable pépite, ultra piquée, même à pleine ouverture, avec un joli bokeh. Et le 35 mm, je pense que c'est vraiment le choix parfait, c'est le combo pour la photo de rue, voyage, même portrait. Donc ça m'a l'air d'être un excellent choix en termes d'optique. Numéro 3, la compacité, la discrétion. Je pense que là, clairement, c'est le but de cet appareil. C'est vraiment le boîtier idéal pour les photographes nomades. Et d'après les spécifications, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vendu. Il a l'air de tenir dans une poche de veste. Alors, je pense quand même qu'il faudra quand même une grosse poche, vu la taille de l'objectif. Mais ça a l'air d'être quand même quelque chose d'hyper compact. Quatrième point positif pour moi, ça a l'air d'être l'autofocus. Extrêmement rapide, je pense que là-dessus, chez Sony, on peut leur faire une totale confiance, suivi des yeux et tout le tralala. Donc je pense que là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement lourd. Alors, dans les points négatifs, là, je pense que clairement, le numéro 1, et tout le monde le reconnaîtra, c'est le prix. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé chez Sony. On est autour de 4899 €. C'est énorme pour un compact. Alors oui, full frame fixe, ça va pas être pour toutes les bourses, clairement. Au numéro 2, je pense que là, les gens sont relativement aussi déçus. Pas de stabilisation du capteur. 5000 balles pour un truc qui n'est pas stabilisé. Bof, quoi. Le numéro 3, l'autonomie est vraiment plus que mauvaise. 300 vues à peine pour une batterie. Donc, je pense qu'il va falloir prévoir des batteries de secours. Bon, ça, c'est un point faible, en général on en a toujours quelques-unes en stock, mais il faut quand même le noter. Et le quatrième, là j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en 2025, comment est-ce que c'est possible de sortir un boîtier qui a un écran fixe? Voilà, rien du tout, pas du tout inamovible, on est sur un écran fixe, fixe, fixe. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je regrette. Sur le papier, il a pas mal de spécifications techniques hyper intéressantes, mais comparé à d'autres modèles, déjà proposé, j'ai vraiment pas mal d'a priori sur ce boîtier et la possibilité tout simplement de bien se vendre. Je pense qu'il est relativement mal positionné. Alors, on va regarder un petit tableau comparatif, parce que là, je pense qu'on peut quand même noter des choses. Donc ici, j'ai comparé vraiment les trois, on va dire, les trois boîtiers qui sont en train de se battre dans cette gamme de prix. Donc on a le Sony qui est forcément ici à gauche. Alors au niveau du capteur, je pense que là, ok, pourquoi pas. Le Fujifilm s'en sort quand même vraiment bien parce qu'on est là sur du moyen format, 102 millions de pixels. Donc ça, je pense qu'on peut quand même dire que c'est lui le grand gagnant. En objectif, je crois que tout est plus ou moins équivalent. On ne va pas commencer à trouver des points faibles où il n'y en a pas. La stabilisation, bah là, on voit forcément que le Sony, il n'en a pas. Fujifilm non plus, mais par contre, le Leica, on en a quand même une. Donc là, le Leica tire quand même son épingle du jeu. Au niveau des écrans, donc là vraiment, on voit bien que c'est le seul qui est un peu à la ramasse. C'est un écran fixe, tactile, ok, mais il est fixe. Fujifilm Leica, on est sur des écrans en tout cas inclinables. Le viseur aussi, je pense qu'on peut noter, même si c'est de l'OLED, il est à 2,36 millions de pixels, alors que les autres sont à 5, presque 6. Donc là, on sent aussi que c'est un petit peu en retrait. La rafale, elle est à 5. Pourquoi pas, c'est pas non plus le genre de boîtier qu'on va utiliser pour faire de la rafale haute vitesse, mais on voit aussi qu'il est dans le bas du classement. Pour tout le reste, je pense que c'est ok. Alors, vraiment, le gagnant, et ça c'est obligatoire parce qu'il devait se démarquer à ce niveau-là, c'est au niveau des dimensions, c'est le plus petit, le plus compact et le plus léger. On est seulement à 498 grammes
avec batterie. Donc là, on est sur quelque chose hyper léger par rapport à l'autre. On voit le Fujifilm, il est à 735 grammes avec le boîtier, la batterie et tout le tralala. Et au niveau du Leica, on est sensiblement sur les mêmes niveaux de poids. L'autonomie, ça je l'ai dit avant, 300 clichés seulement par batterie, alors qu'on voit que chez Fujifilm on est à 800, Leica on est à 350, donc on voit quand même que ouais, Leica c'est pas fameux non plus, mais le Fuji s'en sort vraiment bien. Et alors la construction, ça ouais, d'autres personnes l'ont signalé, il n'y a pas d'étanchéité, donc, ou en tout cas on n'a pas vu d'étanchéité officielle, donc pour le moment bah, le truc il n'est pas étanche. 5000 balles pour un truc qui est censé faire de la street, du voyage et compagnie, d'être léger, de bouger beaucoup avec, mais qui n'est pas étanche. Bon, middle bof quand même. Et puis là, on a le dernier comparatif au niveau des prix, où on voit forcément que je pense qu'il est, voilà, il est un petit peu en dessous des deux autres, mais pour moi, il est franchement mal positionné. Je l'aurais bien vu au moins 1000 euros en dessous. Et encore à 1000 euros en dessous, on peut se demander s'il n'est pas encore trop cher. Mais je pense franchement qu'en termes de tarifs, il est extrêmement mal positionné. En résumé, pas spécialement convaincu par ce type de boîtier. J'ai vu passer énormément de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, principalement le prix, mais pas que. Et franchement, dans cette gamme de tarifs-là, je dirais franchement, aller même vers un X106, qui est quand même, quand on y pense bien, 3000 euros moins cher. Alors oui, c'est pas du plein format, et il a aussi ses petits défauts, mais très honnêtement, je pense que c'est un rapport qualité-prix absolument imbattable. N'hésitez pas à commenter, à me dire toi aussi ce que tu as pensé de cet appareil dans les commentaires. Allez, salut!